Bonjour Élodie. Bonjour Christine, comment vas-tu aujourd'hui? Eh bien très bien, et toi? Très bien aussi, je suis contente de te retrouver. J'aimerais en savoir plus parce qu'en ce moment je m'interroge beaucoup sur les aspects de développement personnel. C'est quelque chose qui m'inspire énormément depuis très longtemps et qui a été amplifié ces dernières années. Et voilà, je sais que toi, tu œuvres beaucoup là-dedans et que tu accompagnes beaucoup de personnes. Donc, je suis très contente que tu puisses répondre à mes questions aujourd'hui. Moi aussi, je suis contente d'être là. Et pour commencer, voilà, j'aimerais bien que tu puisses te présenter rapidement sur qui tu es et ce que tu fais. Qui je suis ici, parce que évidemment, c'est très difficile de répondre à la question qui on est. Mais bon, qui je suis ici en ce moment, là, et au niveau de que tout le monde puisse le comprendre, même moi-même, parce que voilà, on a besoin de mettre des paroles. Et qu'est-ce que je fais? Là, je suis en train depuis, ça fait pas mal d'années, d'apporter ce que je sais à travers d'un processus que j'ai appelé bioalignation et aussi bioalignation, l'accouchement de l'âme. Voilà. Qui je suis en ce moment, je suis Cristina Aurora, je m'appelle comme ça en Espagne, hein, et c'est mon nom aussi de naissance. Et depuis toute petite, je me suis sentie très différente et en ayant des questions que les adultes ne savaient pas répondre. Et je voyais bien que ça leur posait des difficultés et j'ai donc décidé depuis toute petite de chercher toute seule. Comme j'ai appris à lire très vite, ma mère était maîtresse, et m'a appris à lire avant d'aller à l'école, et j'ai pu moi-même, depuis toute petite, lire plein de livres, mais surtout de détectives. Voilà. Pourquoi je dis ça? Parce que pour moi, les détectives, c'était fantastique parce qu'ils pouvaient trouver la vérité dans les mensonges. Et donc, pour moi, c'est très important d'avoir les pistes. Et donc, tout ça, à ma petite fille, ça lui plaisait de pouvoir dire, ah ben voilà, j'ai regardé toutes les pistes et puis comme ça, je saurais qu'est-ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Voilà. Et c'est comme ça que ça a commencé depuis toute petite dans cette existence. Évidemment, je pense que quand on est déjà avec ce besoin et cette compréhension, c'est parce que ça ne vient pas de cette vie, hein, comme on peut croire ou ne pas croire, mais enfin, c'est des croyances aux autres existences. Mais bon, on a au niveau culturel les bouddhistes, là, au Tibet, qui ont tout un enseignement et une recherche et un travail de fait sur eux-mêmes continuellement justement sur ça. Et là, je ne crois pas qu'il y ait à discuter grand-chose. C'est leur savoir, c'est leur science et ils ont ça pour nous démontrer justement que c'est là. Et de même, par moi-même, à différents moments de ma vie, j'ai eu des régressions involontaires comme ça. Et j'ai pu retrouver des informations qu'au début, je ne savais même pas que c'était les miennes, quoi. Donc voilà, il se produit dans ma vie plein de choses qui vont faire que ma spiritualité, pour le dire d'une manière, j'aime pas trop employer ce mot parce qu'il est tellement employé pour tout et pour rien, mais disons ma recherche de moi-même a fait que j'ai des savoirs qui sont arrivés. Et à partir de 97, où j'ai été pendant 7 nuits, comme reconnectée, durant 7 nuits, il s'est passé des choses, où j'ai été reconnectée directement avec moi-même, avec ma mémoire ancestrale. Et donc, à partir de là, tout ce qui était en moi, toute la connaissance qui était en moi, c'est classifié, disons, de façon cohérente. Et ma vie a pris un parcours qui se dirigeait donc à offrir de la cohérence à travers que les personnes puissent aussi, eux aussi, accoucher leur âme ici, parce qu'on croit qu'on est grand, c'est-à-dire qu'on est des adultes, on a grandi, on est mûr, mais c'est très relatif parce que ça a des degrés et ça dépend des vies que l'on a ici. Et bien des fois, la plupart du temps, on n'a pas accouché notre âme ici, donc on se sent complètement perdu.
Au début, ben, quand c'est les premières vies, c'est pour ça aussi que j'appelle ces épisodes que peu à peu on va commencer ici, les saisons de la vie, parce que dans tout, il y a des saisons de la vie, et dans nos vies aussi, il y a des saisons où il y a plein de vies que c'est le printemps, c'est-à-dire qu'on est très innocent, et on va faire avec, en vivant dans un corps comme on peut, parce qu'on n'est pas adapté encore. Parce que c'est très difficile de l'infini de s'adapter, d'être dans un fini. Donc ce choc va être traité, disons, par une adaptation qui va occuper plusieurs vies, jusqu'à quand ça passe en plan secondaire, parce que ça y est, on est adapté plus ou moins à ça, et on va commencer à approfondir dans cette union qui est justement cet infini et ce fini, c'est-à-dire l'esprit, la matière, à travers de l'âme, qui est leur connexion, leur pont, et on va pouvoir peu à peu instaurer de plus en plus d'esprit ici en nous. C'est-à-dire que plus on avance dans nos vies, et plus on va instaurer la capacité de mémoire, c'est-à-dire on va avoir suffisamment de mégabytes sans tuer le corps, c'est-à-dire sans qu'il explose de tellement d'informations, et on va s'adapter à que ces mégabytes s'instaurent, cette information s'instaure peu à peu, et qu'on puisse l'utiliser en étant là, sur Terre. Mais ça, évidemment, ça se fait à travers de pas mal d'existences. Donc, je sais par les faits, par logique, que si depuis toute petite, une personne commence déjà comme ça à se poser des questions beaucoup plus loin que le habituel, dans le courant de la masse, ça veut dire que cette personne a déjà pas mal d'existences et qu'elle est adaptée déjà aux choses primaires. Donc, ça lui importe peu, elle veut en savoir plus sur d'autres. Donc, voilà un peu ce qui se passe. D'accord, donc par rapport aux 4 saisons de la vie, quand on est à la genèse, entre guillemets, de son existence karmique, spirituelle, on représente le printemps, si j'ai bien compris. Bah, c'est-à-dire que ce serait, bien sûr, un temps de vie au printemps, un temps de vie en été, après un autre en automne et en hiver. J'ai commencé par le printemps, mais réellement, pour le corps, c'est l'hiver. C'est-à-dire que les premières vies sont l'hiver, on est congelé. On est là, mais on est congelé. C'est peu à peu. Pardon. Ça veut dire qu'on a un faible niveau de conscience quand tu dis qu'on est congelé? Bah, c'est-à-dire qu'on est rigide, on est dense. Mais la peur est très grande. C'est comme une espèce de colonisation. On peut rentrer. Par exemple, c'est comme si tu vas dans un pays que tu connais pas du tout la langue, tu n'as rien du tout, tu es seul. Voilà. Alors, et maintenant, qu'est-ce que je fais? Quand je dis un pays, ça ne veut pas dire, par exemple, aller en Espagne ou en France. Imagine que tu arrives dans un pays complètement différent à ta culture, c'est-à-dire asiatique, par exemple, où tu n'as jamais été, tu n'as jamais eu une notion de ça, et tu te retrouves là, au milieu de gens complètement différents à toi, et que tu restes transi parce que tu as peur de ne pas savoir faire, de comment tu vas faire pour manger, pour pouvoir survivre, pour pouvoir avoir un toit, c'est-à-dire solutionner les besoins primaires qu'a ton corps, et donc tu es occupé simplement à ça. En fait, ça reprend un peu, je pense, la pyramide de Maslow. On a le besoin primaire avec se nourrir, être en sécurité, parce que c'est ça peut-être aussi, avoir un toit sur la tête. En sécurité, parce que la sécurité n'existe pas. À rechercher, voilà. Oui. Rechercher la sécurité. Et puis, une fois qu'on a la base solide qui est, entre guillemets, acquise, là, on peut s'élever à différents échelons. Et avec le dernier échelon, je pense, la sérénité de l'âme, etc. C'est comme, par exemple, disait aussi Gurdjieff en 1900, que tant que la personne n'a pas satisfait ses besoins matériels, pourquoi s'occupe-t-elle de besoins spirituels, puisqu'elle ne va jamais pouvoir être vraiment ni dans une chose ni dans l'autre, quoi. C'est-à-dire que quand la personne a ses besoins primaires satisfaits,
bah, elle est tranquille, au moins pour commencer à approfondir. Si elle n'a pas ses besoins satisfaits, ce qu'elle va pouvoir voir, c'est très superficiel, puisqu'elle est en manque d'autres choses d'abord qui sont beaucoup plus élémentales. C'est-à-dire, la première chose, c'est satisfaire le véhicule que l'on est, parce que nous ne sommes pas notre corps. C'est comme une voiture. Si tu veux aller d'un endroit à un autre, si d'abord tu ne mets pas de l'essence, tu m'excuses, tu peux monter dedans, c'est-à-dire l'âme peut rentrer dedans, mais elle ne va pas aller nulle part avec sa voiture. Il faut d'abord qu'elle ait de l'essence. Oui, voilà. Je comprends tout à fait. C'est très simple de l'imaginer comme ça. Et c'est aussi simple de comprendre, grâce à ça, que l'âme est le conducteur et le véhicule, c'est le corps. Et comme quand on a, disons, abîmé le corps, gaspillé le corps, eh ben, tu vas à un concessionnaire, tu en achètes une autre de voiture. Et tu continues ton chemin avec une autre voiture. Eh ben, c'est exactement pareil. Ce qu'il y a, c'est que, bien sûr, tu ne peux pas emporter la voiture avec toi, parce que de toute façon, c'est inutile, hein, puisqu'elle n'est plus valable pour ton nouveau chemin. Et tu l'as abîmée parce que ton énergie, là, elle ne peut plus être dans ce corps. C'est plus la même fréquence, donc tu laisses ce corps en arrière, mais l'âme va emporter avec elle tout ce qu'elle a conduit. Et elle va le ramener dans le prochain véhicule. C'est-à-dire, nous gaspillons des véhicules jusqu'à quand on sait les utiliser sans leur faire mal. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qu'on fait durant plein de vies, c'est essayer d'avoir de l'harmonie entre le corps et l'âme, ou l'esprit plutôt, pour que nous puissions être ici en harmonie et de cette manière nous réaliser. Parce que pendant qu'on n'est pas en harmonie, on n'arrive pas à se réaliser ici. On patauge. Mais c'est pas grave, parce qu'on est en train de faire ce qu'on doit faire, c'est aller jusqu'à cette harmonie. Et peu importe comment. D'accord. Et du coup, ma question, c'est pourquoi, si le but, c'est de progresser vers le chemin de l'harmonie, pourquoi on oublie, quand on se réincarne dans un nouveau corps, donc dans un nouveau véhicule, pourquoi on oublie ce qu'on a appris lors des anciennes incarnations? Alors, en revenant au thème voiture, on n'oublie pas comment conduire. D'accord? Toute la motricité est là, on sait qu'on doit manger, on sait qu'on doit cheminer, avoir un toit, etc. On va arriver à l'avoir beaucoup plus vite puisque c'est inclus dans notre programme maintenant. On sait que c'est comme ça, mais on ne se rappelle plus que c'est comme ça, mais on va le faire. On va oublier les circonstances, les décors, d'accord? Parce que c'est comme si on faisait du théâtre, d'accord? Si moi, je n'oublie pas l'œuvre de théâtre que j'ai fait avant, malgré qu'elle ait à voir avec celle que j'ai fait après, parce que mon expérience va servir de ce que j'ai fait avant, si j'oublie pas l'antérieur, il est impossible que je joue celle-ci de façon sincère. Disons que je reviens à l'innocence. Et d'ailleurs, cela me protège. Parce que, par exemple, si je devais me rappeler les supposées erreurs que j'ai faites, il est fort possible que je me reparalyserais. D'accord, donc c'est une manière pour l'esprit de se sécuriser, pour avancer sans y mettre d'obstacles liés à la mémoire. Je dirais plutôt, c'est une manière d'être innocent face aux choses qui vont arriver, parce qu'en réalité, nous venons pour justement voir comment est la création dans ces détails. Si moi j'ai des idées préconçues de ce que je vais vivre ou de ce que j'ai vécu, d'ailleurs ça se passe dans une vie ça, on est influencé par notre passé. Et on voit comme l'influence du passé nous bloque le présent. Imagine si en plus on n'aurait pas seulement ce passé-là, mais tous les autres, des autres vies. Malgré que dans le fond, ils ont à voir. Mais il vaut mieux les avoir en dose homéopathique. Parce que si tu les avais vraiment tous, franchement, d'abord, tu ne voudrais plus revenir. Et après, ce serait manipulé.
Parce qu'on va tout faire à cause de notre ego, notre peur, c'est-à-dire l'ego, c'est la peur, pour ne pas souffrir. Alors que la souffrance en dose homéopathique est tout à fait nécessaire pour pouvoir avancer. Parce que c'est le souffre. La souffrance, c'est le souffre et c'est une des matières qui permet justement qu'on puisse évoluer. Donc, le thème, c'est que si on se rappelait toutes les souffrances, on en mettrait la dose plus grande et ce serait pas positif. Je comprends. Donc en fait, le corps, c'est comme une carte de notre histoire, la carte de l'âme, et c'est ce qui nous permet de comprendre ce qui ne fonctionne pas bien ou ce qui est bloqué. Pas tout à fait. D'accord? Le corps, c'est le véhicule qui va exprimer l'âme. L'âme, c'est le sang. Hein? C'est le sang dans sa partie physique. Dans sa partie almique, c'est l'ADN. Et dans sa partie esprit, c'est l'énergie, c'est-à-dire toute l'information que même quand ils auront plein d'informations sur l'ADN, ils ne pourront pas voir. Parce que ça n'a pas seulement l'information de nous, ni de notre race humaine, sinon de tout ce qui est créé. C'est le pont, hein, c'est le langage qu'il y a entre le tout et nous, ici, dans un corps. Et ces fleuves, qui est l'âme, qui nous amène toute l'information entre le ciel et la terre. D'accord. Et du coup, quand on vient te voir, parce que tu accompagnes les personnes aussi dans le cadre de pathologie, par exemple, comment toi tu peux contribuer justement à la rémission de ces pathologies? En agissant sur quel type de corps? Est-ce que tu agis du coup sur le corps, sur l'ADN, sur les différentes typologies finalement de corps que tu viens de citer? Comment tu les accompagnes? Bon, j'ai appelé ma labeur, hein, mon travail, j'aime pas tellement non plus le mot travail, mais bon, ma labeur, médecine de l'âme. D'accord? Donc, je chemine avec eux le pont. Mais je travaille sur tous les corps parce que de toute façon, ça va influencer tous les corps. Par exemple, dans le processus vital que je fais, qui permet un saut quantique à la personne, elle peut venir à travers d'une pathologie comme simplement un désir d'évoluer ou qu'elle se sent bloquée et qu'elle sent qu'il faut qu'elle fasse quelque chose parce que ce qu'elle avait jusqu'à présent, ça ne sert plus à rien. De toute façon, quand on a une pathologie, c'est un peu ça aussi, puisque la pathologie est en train de dire à la personne hey, qu'est-ce que tu es en train de faire, c'est pas par là. Donc, dans le fond, c'est la même chose. Il y en a des plus graves, c'est-à-dire plus légères, mais bon, dans le fond, on est tous dans un espèce de stress derrière un hameçon. Voilà, quoi. Et donc, dans le fond, ça nous fait avancer. La question, c'est que c'est vrai que quand la personne tombe dans des ambitions, que ce soit matérielles ou spirituelles, c'est vrai qu'il peut se créer des pathologies assez fortes. Quand les personnes viennent à moi, bon, elles peuvent venir pour différentes excuses. Par exemple, il y a quelqu'un qui est mort, et elles ne s'en remettent pas, donc il faut faire le deuil. Et à travers de là, on va voir aussi les choses qu'elle n'a pas laissées partir avant. Et peut-être même avoir des conversations avec cette personne, s'il le faut. Et de là, justement, hier, justement, ça a été magique, spectaculaire, parce qu'en réalité, la session s'est donnée plutôt à la personne qui était, entre guillemets, morte, parce que, voilà, on ne sait pas tellement qui est plus mort ou non, si ceux qui sont ici ou ceux qui sont là-bas. Mais bon, la question, c'est qu'à la fin, la session a été beaucoup plus pour la personne qui était partie d'un cancer que presque pour la personne qui était là, quoi. Donc, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans les sessions. La question, c'est que si la personne qui était partie n'était pas en paix, c'est clair qu'elle tirait encore de toutes les personnes qui étaient ici, quoi. Parce que rien n'avait été compris. Pardon ? Il y a une mémoire intergénérationnelle aussi. C'est-à-dire qu'on ne véhicule pas forcément aussi ce qu'on traîne depuis des vies ou ce qu'on travaille sur sa vie actuelle, sur son incarnation actuelle. Il y a aussi la partie héréditaire qui est transmise par les parents. Ça, c'est des croyances assez anciennes
avant que la science découvre qu'en fin de compte, on activait les gènes selon le besoin. C'est-à-dire, moi, comme ADN, j'ai tous ceux, comme tout le monde, tous ceux de toute l'humanité. Et c'est pas pour ça que je vais avoir toutes les pathologies de toute l'humanité. En origine, nous avons, si on doit s'en aller aux premiers ancêtres, on les a tous pareils, et donc on aurait tous les activés en ce moment toutes les pathologies possibles, quoi. Non, je ne suis pas d'accord. Non, je pense que chaque âme s'incarne où elle a besoin et dans la famille qu'elle a besoin. Effectivement, ça se ressent parce que sinon, imagine une femme être enceinte d'un être que l'âme va être complètement différent au niveau almique. Donc, déjà une grossesse, c'est comme si on faisait un implant, parce que déjà, elle doit avoir à supporter, disons, à transmuter le gène de son conjoint, déjà, mais en plus, quand rentre l'âme, elle a son propre ADN aussi. Donc, si ce n'est pas tout similaire, tu m'excuses, mais là, il y a un avortement. Ce ne serait pas possible. Voilà. Donc, en réalité, les âmes, quand elles reviennent, elles choisissent leur famille. Donc, bien sûr, ça pourrait paraître que c'est parce qu'il y avait des ancêtres, qu'ils étaient comme ça, etc. Mais ce que je vois que ça fait créer des dépendances ou des accusations ou des culpabilisations d'autres personnes, et ça fait rien de bon pour notre liberté, notre indépendance comme personne qui sommes totalement libres. Voilà. Donc, sur ce chemin-là, non. Parce que, además, scientifiquement, ils ont démontré que si on veut, on les active, si on ne veut pas, on ne les active pas. C'est-à-dire, si on doit vivre ça, on va l'activer, sinon, non. Donc, en fait, quand on vient te voir aussi, on a cette démarche-là d'arrêter d'être victime et de devenir maître de sa vie. Ah, ça c'est sûr. Le thème, c'est comprendre le pouvoir énorme qu'il y a en nous, la beauté énorme qu'il y a dans la vie, et donc en nous, et la simplicité qu'il y a sur le chemin de la vie, qu'à travers 26 000 ans d'obscurité qu'on a vécu, qui s'est fini et a commencé à être de lumière à partir du 2012, où les gens, peu à peu, ben c'est comme quand on se réveille le matin, non? On s'étire et peu à peu, mais évidemment, imagine, 26 000 ans, c'est une nuit de la Terre. 26 000 ans, c'est un jour de la Terre. Donc, imagine, 2012, ça fait même pas 10 ans, enfin, ça fait 10 ans, 11 ans. Voilà, 11 ans. Très bien, le numéro maître en plus. Voilà, pour qu'on commence ces épisodes fantastiques. Ça fait 11 ans et on est encore dans le liquide amniotique. Hein. Il ne faut pas tout de suite, waouh. Non, 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 on est encore là. Hein. On n'est même pas arrivé au linge encore. Et moi, je m'interroge vraiment à cet effet un peu de masse de personnes qui justement se réveillent de plus en plus et ont de plus grandes prises de conscience de manière progressive par rapport au monde invisible. Parce qu'il y avait encore dans mon enfance, donc il y a plus de 30 ans, un côté très matérialiste de voir les choses. Et là, je vois que les gens commencent à s'intéresser à plus que ça et à ouvrir leur esprit. Donc ça tu l'indiques, enfin tu l'expliques par rapport au réveil aussi de la Terre qui fait que tous les êtres vivants aussi se réveillent. Et moi, la question que je me pose, c'est est-ce que du coup, des personnes comme toi, qui sont déjà très éveillées depuis leur naissance, ont reçu une sorte de don? Est-ce que c'est être un peu élu finalement, d'être un peu au-dessus, enfin d'avoir une prise de conscience plus large et avant les autres? Ou est-ce que c'est quelque chose que tout le monde a en fait, sauf que d'autres, comme tu le disais, ont des vies, des incarnations moins nombreuses, qui sont sur Terre depuis moins longtemps et que du coup ils en sont encore au printemps de leur vie. Oui, des fois même en hiver. La question, c'est que ce que tu viens de poser, cette question que tu as posée, elle est très intéressante et j'en suis arrivée à la conclusion que ce qui arrive, par exemple, je vais parler de moi, hein, parce que je ne vais pas parler des autres. Je vais parler de moi. L'information que j'ai reçue, c'est que simplement,
j'ai eu des vies avant la nuit à la Terre. C'est-à-dire, il y a 26 000 ans, d'ailleurs, quand j'étais jeune, je faisais une blague. Quand on me disait, mais quel âge as-tu? Je répondais 45 864. Et je rigolais, tu vois. Mais à la fin, c'est peut-être possible. Tout à fait. C'était une blague, mais ce n'était pas tout à fait une blague, quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que là, on vient de commencer, en 2012, les 26 000 ans jour, c'est-à-dire comme tu te réveilles le matin, d'accord? Tu te rappelles des rêves que tu as eu la nuit? Des fois, oui, mais pas souvent. Voilà. Donc, ces flashs comme ça, de temps en temps, de conscience, ils sont là quand même s'il y a 25 000 ans de nuit. D'accord? Pendant ces 26 000 ans de nuit, on était comme aveugles. D'accord? Donc, on a créé plein d'écoles, de religions, de bases, de repères, pour se sentir mieux parce qu'on avait très peur. Il fallait avoir des repères. Voilà, de dire ça, c'est comme ça pour ça. Voilà. Donc, tout était très compliqué. Hein? Et selon qui le disait, ben, il avait son tome écrit, tu vois, de comment c'était les choses. Voilà. Donc, c'est devenu de plus en plus compliqué. C'est une époque masculine où la force brute, impère. Parce c'est normal, quand on est en état de guerre ou de peur, c'est normal que les soldats sortent avec leur épée et défendent le primaire. Donc, pendant 26 000 ans, on a été comme ça. Et sur les 1950, disons que c'est comme si la grossesse se faisait de plus en plus évidente du jour qui allait commencer. Donc les gens ont commencé à avoir de plus en plus de flashs de connaissances. Voilà, il y a eu les hippies, il y a eu plein de scientifiques qui ont découvert des trucs différents, etc., etc. Et il a commencé à avoir une autre façon de gérer notre mental. Mais évidemment, pas dans la masse, hein, c'était minoritaire. Hein. Et la différence qu'il y a, par exemple, à avoir, par exemple, des mémoires, si toi tu as ta première vie dans la nuit, ça ne peut pas être pareil que si tu as la connaissance de vie quand c'était le jour, même s'il y a longtemps. Tu comprends? Je comprends. Et c'est simplement la différence qu'il y a. C'est que les personnes comme moi, nous avons dans notre mémoire une autre façon. Une façon très simple où, comme on voit, on n'a pas besoin de chercher midi à 14 heures. C'est là, sur les pistes, dans la matière. Et on remercie la matière d'être nos pierres comme le petit pousset pour nous montrer comment revenir à la maison. À chaque fois qu'on se sent perdu. Simplement en sachant lire la matière, c'est-à-dire les fruits. De toute façon, dans la Bible, qu'il y a des moments où il y a des choses qui sont réelles, il y a une phrase qui le dit clairement, qui dit « par les fruits, vous les reconnaîtrez ». Et c'est pareil, pour la vie, c'est pareil. Selon les fruits, c'est comme les arbres. Tu vois plein d'arbres, mais tu ne connais pas les arbres. Et le jour où ils montrent leurs fruits, tu dis « Ah, ben, c'est un cerisier. Ah non, c'est un prunier. » Eh bien, dans la vie, c'est pareil. Mais cette philosophie ou cette façon de gérer la vie ou le mental de soi était bien avant qu'on ait très peur quand il y a eu la baisse de fréquence de la Terre, quand elle s'est endormie pendant 26 000 ans. Et c'est facile à comprendre, il suffit de s'imaginer quand on s'endort. D'ailleurs, un des épisodes des saisons de la vie, j'aimerais bien parler des saisons du sommeil. Très bien. Et ben, juste rapidement, et puis après, on pourra clôturer cette séance pour la prochaine. Mais donc là, tu as parlé de l'hiver, du printemps. J'arrive mieux à comprendre ce que c'est. Toi, tu en es où par rapport à ton incarnation actuelle? À quelle saison? Je ne veux pas le savoir. Tu ne veux pas le savoir? Non, je ne veux pas compliquer mon mental. Arriver au point où on en arrive, on vit le présent. Je peux expliquer ça comme ça, mais à partir de maintenant,
je peux te répéter que j'ai 45 864. C'est exactement le même chiffre qu'avant. Et peu importe, parce que le temps n'existe plus. Le temps n'existe pas. N'existe plus ni dans mon concept. Dans mon concept mental, moi. D'accord. En fait, pourquoi je te posais cette question-là, c'était pour avoir une idée de ce qu'est l'été, puisqu'on a parlé du printemps, de l'hiver, et qu'en est-il de l'été et de l'automne? Ben, tu vois, c'est exactement pareil. Je sais que, bon, ça sort comme ça de moi, mais il y a une influence sûrement de philosophie zen, puisque les zen observent la nature et savent absolument toutes les connaissances simplement en regardant un fait dans la nature. C'est peut-être vrai aussi que cette façon de voir les choses me vient justement de bien avant les zen, puisqu'il se peut parfaitement que les zen ont gardé justement ça de quand on ne dormait pas. Hein. Mais le fait de, quand on veut se poser une question de quoi que ce soit, savoir que tout est en tout est très important. C'est-à-dire, si je ne sais pas qu'est-ce qu'il y arrive dans le grand, je regarde le petit parce que c'est exactement la même chose. Par contre, il faut que mon observateur soit neutre. Parce que sinon, bien sûr, on va influencer par les choses que je voudrais que ce soit et pas parce que c'est. D'accord? Donc, en été, qu'est-ce qu'on fait? Dans la culture, par exemple, en hiver, les semences sont dans la terre, elles hibernent, elles sont en stand-by. Voilà. En printemps, elles commencent à dire oh ça suffit là, commence un peu à bouger, ça suffit, j'ai envie d'autre chose, c'est trop obscur ici, il faut que j'ai envie, je sens que là-haut il y a quelque chose qui m'appelle, d'accord? Alors là, le germe commence à germer et il commence à semer un petit peu la tête, tu vois, au-dessus de la superficie et dit oh la lumière. Voilà. Et au printemps, il dit oh mais c'est super bien le soleil. Maintenant il y a la pluie ou oulala, ou le vent, oulala, oulala, oulala. Mais continue et commence à fleurir, à sentir son odeur. Enfin, tu vois, il émane son odeur. Et en été, il fait waouh. Je suis moi. Et en automne, il lâche ça. C'est pas la peine. Il lâche prise, tu veux dire? Exact. C'est plus question. Bon, ça y est, j'ai expérimenté ça. Ben, c'est bon. Je me laisse faner, je me laisse mûrir. J'apprécie tout le parcours et je redeviens semence pour autre chose. Moi, je comprends beaucoup mieux maintenant les saisons de la vie, ce que tu sous-entendais par là. C'est hyper intéressant. Je pense qu'on pourra les creuser, si tu veux bien, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. En tout cas, je te remercie de m'avoir accordé ce temps. Et merci pour ton savoir. Et je t'embrasse très fort et à très vite pour un nouvel Et faire épisode. ça avec toi, c'est vraiment... je suis heureuse.